Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, dans le dossier de la laïcité, cette Assemblée, tout comme l'ensemble de la société, est grandement divisée. D'ailleurs, le sondeur Jean-Marc Léger a récemment affirmé qu'il avait rarement vu autant de lignes de fracture dans l'histoire du Québec. Notre position dans ce dossier est très claire. Contrairement à d'autres, elle ne changera pas au gré des sondages. Nous tenons à protéger les libertés individuelles fondamentales des Québécois tout en assurant un service à visage découvert. Dans un dossier comme celui-ci, dans un dossier qui touche tant de vies, dans un dossier aussi complexe, on ne peut pas seulement décréter, on doit également écouter ceux qui ne pensent pas comme nous. Le gouvernement a malheureusement laissé comprendre que son objectif était d'aller à la vitesse grand V et de passer le projet de loi d'ici le mois de juin. Monsieur le Président, c'est totalement irréaliste. Si on enlève la période des crédits et les semaines où l'Assemblée ne siège pas, il reste seulement 5 semaines. Monsieur le Président, la population s'attend à ce que les élus travaillent de façon constructive et prennent le temps nécessaire pour discuter d'un dossier de cette envergure. On ne peut pas changer les bases mêmes de notre société en si peu de temps. Est-ce que le premier ministre peut, pour une fois, bien faire les choses, renoncer à sa méthode habituelle, la méthode bulldozer, c'est-à-dire rouler sur tout le monde qui ne pense pas comme lui? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef du Parti libéral nous dit qu'on va trop vite. Ce qu'on sait, c'est que le Parti libéral est allé trop lentement. Je rappelle aux Québécois que le rapport Bouchard-Taylor a été déposé il y a 11 ans. 11 ans que ça traîne. Tout ce qui traîne se salit. C'est un débat, effectivement, qui peut être émotif. C'est un débat où tout le monde doit faire des compromis. Le projet de loi a été déposé avant la date qui est permise pour adoption dans la présente session. Il y aura des consultations, il y aura des débats. Et, Monsieur le Président, je pense que ce qu'on a essayé de faire dans ce projet de loi, c'est d'être rassembleur, de demander à tout le monde de faire des compromis. Je suis très content, par exemple, que la semaine dernière, on ait décidé à l'unanimité qu'une fois que ce projet de loi sera adopté, qu'on déplace le crucifix ici à l'Assemblée nationale. On a mis une clause de droit acquis, ce qui n'était pas ce qu'on proposait au début. Donc, on a fait déjà beaucoup de compromis, puis on va avoir le temps, d'ici le mois de juin, de débattre, mais je souhaite qu'on débatte sereinement de ce projet. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ça prend quand même du temps pour discuter d'un projet de loi, pas plus tard que l'an dernier. Juste sur la question de la Société québécoise du cannabis, on a débattu pendant plus de 200 heures. Est-ce que le premier ministre pense vraiment que l'opinion d'une firme de sondage lui donne le droit de limiter à toute vitesse les libertés des Québécois? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il est prévu dans la Charte qu'il y a une clause dérogatoire et qu'au nom des droits collectifs, on peut effectivement invoquer cette clause pour des propositions comme celles qu'on fait. Monsieur le Président, les Québécois ont des valeurs. Ce projet de loi respecte les valeurs des Québécois. Notre objectif, c'est de s'assurer que les valeurs québécoises soient bien comprises partout, incluant dans le Canada. Je sais c'est quoi la position du Parti libéral. C'est d'imposer les valeurs canadiennes au Québec. En terminant. Il y a un nouveau gouvernement au Québec, puis on ne fera pas ça. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, soyons bien clairs, ce projet de loi, ce n'est pas un compromis. Il va bien au-delà de tout ce qu'on avait vu. Des futurs enseignants catholiques devront même enlever leurs bijoux ou le petit pendentif en forme de croix qu'ils portent tous les jours. Est-ce que le premier ministre décidera vraiment au cas par cas comment les Québécois vont devoir s'habiller? Comme lui-même le dirait, est-ce vraiment comme ça qu'on vit au Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le projet de loi est clair, enfin, sur les balises qu'on se donne concernant tous les signes religieux. On demande que les personnes qui sont des figures d'autorité
comme les juges, comme les gardiens de prison, comme les policiers, comme les enseignants qui enseignent à des enfants, que ces personnes-là ne puissent pas porter de signes religieux, parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Troisième, s'il vous plaît. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ce n'est pas parce que le premier ministre a un sondage favorable en main qu'il peut rédiger un projet de loi sans l'avis des juristes de l'État, sans l'apport des parlementaires et sans l'appui de la moitié des partis représentés ici en cette Chambre. Est-ce que le premier ministre peut une fois pour toutes s'engager à ne pas utiliser un bâillon pour limiter les droits fondamentaux des Québécois? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle nous parle de sondage. Le dernier sondage que j'ai vu, le Parti libéral du Québec est à 10 % d'appui chez les francophones. Il devrait tirer des leçons de ses positions S'il vous plaît. qui ne respectent pas les valeurs québécoises. Monsieur le Président, on va agir S'il vous plaît, je m'excuse, Monsieur le premier ministre. S'il vous plaît. La parole appartient au premier ministre. On est attentif à la réponse. Oui, je sais, Monsieur le Président, que c'est choquant pour les libéraux d'être à 10 % d'appui, mais c'est la réalité. Vous devriez en tirer des leçons, mieux écouter les Québécois. Question principale. Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Notre chef m'a confié le délicat et essentiel mandat de porte-parole libéral en matière de laïcité. C'est une responsabilité que j'ai l'intention d'assumer avec rigueur et humanité. Ce projet de loi devrait avant tout être une réponse humaine à une question que se posent de très nombreux pays, États et gouvernements. Cette question, c'est celle du partage du même territoire et du même avenir, mais aussi du vivre ensemble et de l'inclusion. Les sociétés occidentales sont vieillissantes. Les villes s'agrandissent et se diversifient grâce aux nouveaux arrivants. Notre population est de plus en plus riche de cultures diverses. Le vivre ensemble qui est proposé par la CAQ va s'incarner pour le Québec à travers le projet de loi du ministre. Plusieurs visions sociales et politiques de l'inclusion s'opposent ici, tout comme ailleurs dans le monde. Monsieur le Président, quel pays inspire le plus le ministre quant aux meilleures mesures mises en place pour se vivre ensemble? Monsieur le ministre de l'Immigration. Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie la collègue de Marguerite Bourgeois pour sa collègue et je dois lui dire que j'apprécie également le ton de sa question parce que je pense que dans ce débat important qui va s'enclencher au cours des prochains mois, en fait, depuis jeudi dernier, on a tous la responsabilité comme élus de débattre sereinement. On peut être en désaccord avec le projet de loi qui a été déposé par le gouvernement. Je comprends que c'est la position du Parti libéral du Québec de ne pas appuyer le projet de loi. Cela étant dit, j'apprécie le ton serein qui est formulé par ma collègue. Donc, d'entrée de jeu, ce qu'on fait avec le projet de loi 21, c'est d'inscrire la laïcité de l'État dans nos lois. Parce qu'il y a 50 ans, au moment de la Révolution tranquille, la génération de mes grands-parents ont décidé de séparer, dans les faits, l'État des religions, mais ça ne s'est jamais inscrit matériellement dans nos lois. Alors, ce qu'on fait avec le projet de loi, c'est qu'on vient définir clairement qu'est-ce que la laïcité. Ça comprend 4 principes. Le premier étant la séparation des religions et de l'État. Le second étant l'égalité des citoyens devant la loi. Le troisième étant... Ben oui, inquiétez-vous pas, parce que vous me déconcentrez, madame. La séparation de l'État... La neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes et la liberté de conscience et la liberté de Première religion. complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Bel effort, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, au Québec, nous avons une identité forte, notamment appuyée sur notre héritage francophone. Une histoire qui s'est toujours bâtie sur l'addition des forces, l'addition dans la diversité et l'inclusion. Plusieurs groupes sont aujourd'hui inquiets. Ils sont enseignants, groupes de femmes, commissions scolaires, municipalités, juristes et veulent être entendus. Comment le gouvernement peut-il parler de débat serein alors que le ministre insiste pour adopter ce projet de loi d'ici le 15 juin? Monsieur le ministre de l'Immigration.
Monsieur le Président, il y a une volonté très claire d'adopter le projet de loi d'ici le 15 juin et c'est ce à quoi on s'est engagé. Il n'y a personne de surpris. Durant la dernière campagne électorale, on l'a répété quelle était la position du gouvernement si nous étions élus. Les Québécois souhaitent que nous allions de l'avant rapidement. Durant plus de 10 ans, il y a eu des débats dans la société québécoise. Les débats ont été faits, refaits. Pensons notamment au projet de loi 62 qui a été déposé par l'ancienne députée de Gatineau, ministre de la Justice. Pensons également au projet de loi qui a été déposé à l'époque par le député de Marie-Victorin. Le débat a été fait, les Québécois sont mûrs pour une décision du gouvernement et c'est ce que nous faisons. Nous tiendrons des consultations et je souhaite que ces consultations se tiennent rondement, justement à l'étape d'échanger les groupes. Cela étant dit, je pense que nous pouvons adopter le projet de loi d'ici le 15 juin si on a votre collaboration. Deuxième complémentaire, Madame la députée Marguerite Bourgeois. Justement, ce débat risque d'être douloureux et très, très exigeant. Juste dans cette enceinte, nous sommes 4 partis reconnus qui sont le reflet de l'ensemble du Québec. Nous sommes la voix de ceux et celles qui nous ont élus. Mais nous sommes aussi 4 partis avec des opinions différentes, voire opposées dans certains cas. Le ministre peut-il s'engager à prendre le temps nécessaire pour tenir ce délicat et essentiel débat et écouter l'ensemble des opinions? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, nous tiendrons des consultations et nous aurons l'occasion d'entendre les différents groupes de la société. Et d'ailleurs, depuis jeudi, je peux constater que plusieurs groupes, plusieurs personnes s'expriment pour le projet de loi. Cela étant dit, c'est un choix de société que nous faisons. Nous faisons en sorte de séparer l'état des religions de façon formelle et de faire en sorte que toutes les religions seront traitées sur le même pied d'égalité. Nous faisons en sorte également dans le projet de loi de faire en sorte que les services publics sont donnés à visage découvert et qu'ils sont reçus aussi à visage découvert pour des motifs d'identification et de sécurité. Et ça, c'est fondamental et le Parti libéral souhaitait que ça soit fait. Ils ont tenté de le faire dans le projet de loi 62, mais son projet de loi ne s'est jamais appliqué. Nous, notre projet de loi va être applicable et concret. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai exposé la détresse que vivent des milliers de familles dans l'industrie du taxi. Quelques jours après, malheureusement, on a frôlé l'irréparable. Le ministre s'en est dit bouleversé, on l'est tous, mais la question aujourd'hui demeure criante. Cette émotion-là, elle a une source, et cette source, c'est la perte de valeur des permis. C'est pas juste à Montréal. Le jeudi dernier, je rencontrais des propriétaires de taxis dans le Bas-Saint-Laurent. C'est la même détresse et même plus là-bas. Il y a plusieurs manières de gérer ça. On peut, comme je l'ai dit précédemment, on peut rembourser, compenser d'un coup. On peut le faire sur plusieurs années. On peut compenser de différentes manières, payer les plus anciens en premier, par exemple. On peut exiger d'Uber et de ses clones qu'ils compensent plus. Mais il doit d'abord négocier. Le ministre doit d'abord négocier. Est-ce qu'il va s'asseoir avec les représentants de l'industrie et négocier de bonne foi des modalités, un protocole de compensation approprié? Monsieur le ministre des Transports. Président, j'ai été bouleversé, comme beaucoup de gens, de voir ce que j'ai vu à la télévision la semaine passée, ce que j'ai lu, j'ai entendu. Des cas très humains, très sensibles. Et là-dessus, mon équipe a rencontré l'industrie du taxi pendant près de 7 heures hier. Je les ai invités pour ce jeudi, pour parler justement de compensation. C'était un des sujets qu'on a eu ensemble la semaine passée. Ils n'ont pas voulu participer avec moi à ces modalités que nous allions mettre en place pour le prochain 250 millions qui sera versé. Je les ai invités pour ce jeudi, pour discuter avec eux. Il ne faut pas oublier que là-dessus, il y a un fonds de modernisation de 44 millions de dollars présentement sur la table. Il y aura une compensation aussi, une forme de redevance de 20 sous que nous irons chercher sur toutes les courses. J'évalue ces sommes à 35 à 40 millions de dollars sur une période de 3 ans. Donc, il y a 80 millions de dollars aussi qui sera disponible pour eux, pour la modernisation du taxi. Donc, les canaux sont ouverts. Je souhaite qu'ils répondent oui à cette invitation pour qu'on puisse discuter de façon sereine ce jeudi. Première complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. C'est déjà mieux que la porte fermée qui a été exprimée jusqu'à maintenant. Mais entendons-nous, Monsieur le Président, un gouvernement n'est jamais élu pour causer des dommages financiers à quelque citoyen que ce soit. Vous avez causé un dommage, vous devez le réparer, et pour le réparer, il faut l'évaluer. Alors, c'est pas compliqué. Alors, est-ce que le ministre va s'engager aujourd'hui à procéder immédiatement à la détermination du montant complet à être compensé Monsieur suite le ministre à la mise des à Transports. Président, je l'ai mentionné. $1 demi-milliard, c'est beaucoup. C'est une somme importante. Ça respecte la capacité de payer des Québécois. Un premier montant a été versé par le gouvernement libéral de l'époque.
aux propriétaires de permis de taxi de Montréal, Gatineau, Québec. Vous comprendrez que ce prochain 250 millions, les modalités seront différentes. Je leur ai demandé à l'industrie du taxi de participer avec moi. Ils m'ont dit non. Alors, je leur ai dit, on va privilégier nécessairement ceux qui ont acheté des permis dans les 3, 4, 5 dernières années, des cas plus sensibles, plus difficiles. Dans ces conditions, pour moi, c'est 6 500 propriétaires. Nous allons nous respecter l'engagement donc de verser cette somme. Il y aura des sommes additionnelles à hauteur de 80 millions de dollars dans les 3 prochaines années. J'ose croire qu'ils répondront oui à la demande que je leur ai faite de les rencontrer ce jeudi tous ensemble. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Il en manque, Monsieur le Président, et le premier ministre nous annonçait un gouvernement plus humain. C'est pas ça qu'on a vu dans le dossier de l'immigration. C'est pas ça qu'on a vu jeudi dernier. C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui dans la situation du taxi. En fait, ce qu'on voit, c'est exactement le contraire. D'être bouleversé devrait entraîner un réalignement. C'est pas le cas. Est-ce qu'on doit maintenant comprendre qu'au Québec de la CAQ, être excessif, c'est comme ça qu'on gouverne? Monsieur le ministre des Transports, vous êtes le seul à qui appartient la parole présentement. Monsieur le Président, il faut être culotté de la part du député de Lapinière, se lever, celui qui a créé le chaos dans le système de santé pendant 4 ans. Il y a eu 4 ministres des Transports de l'autre côté. Il n'y en a pas un qui s'est levé pour assurer la pérennité de l'industrie du taxi. Pas un. Pas un qui s'est levé. Monsieur le Président, j'ai rencontré l'industrie du taxi une première fois le 13 décembre dernier. Je leur ai demandé de me mettre sur la table des modalités de changement dans cette loi. Ils me l'ont envoyé à la fin février. On a mis dans cette loi des modifications qu'eux souhaitaient. On a un équilibre dans cette loi pour assurer la vitalité, la pérennité du système de taxi traditionnel, comme on le connaît, et de l'autre côté, le transport rémunéré de personnes. C'est le travail et le courage que l'on a, que vous n'avez pas eu. Plein. Question principale. Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Hier, les climato-passifs ont reçu une très mauvaise nouvelle avec le rapport canadien qui affirme que le climat canadien se réchauffe 2 fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Malheureusement, ça inclut encore le Québec. La science est claire comme de l'eau de roche. Il faut plafonner les gaz d'émissions à effet de serre immédiatement. On sait que pour avoir un réel impact en matière de diminution de gaz à effet de serre, il faut s'attaquer à la mobilité des personnes. La semaine dernière, je questionnais le premier ministre sur son budget et je vous rappelle ce qu'il me répondait, je le cite. On retrouve 13,3 milliards de dollars pour le transport collectif. 13 milliards, c'est un record. En fin de semaine, les journalistes du Journal de Montréal nous apprenaient, avec leur vérification des faits, que nous avions raison. Ce n'est pas 13,3 milliards de dollars. Ceci est un chiffre bidon. En transport collectif, on parle de 9 milliards, exactement ce qu'avaient mis les libéraux dans leur PQI, pas une scène de plus. Alors, maintenant que les faits sont connus et validés par un acteur indépendant, est-ce que le premier ministre peut confirmer qu'il a réservé seulement 9 milliards au PQI de son budget pour le transport en commun? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la chef du deuxième groupe d'opposition devrait savoir qu'il ne faut pas toujours croire ce que disent les journalistes. En tout cas, son leader est d'accord avec moi. Il l'était en tout cas en fin de semaine. S'il vous plaît. Monsieur le Président, quand on regarde le plan québécois des infrastructures, il y a 13,3 milliards de dollars qui est réservé pour le transport en commun. Il y a des projets qui sont définis où il y a un estimé du coût total et il y a des projets où il y a seulement les premières étapes qui ont été évaluées. Ce que ça veut dire, ça, Monsieur le Président, c'est que plus on va avancer, plus le 13,3 milliards va tendre vers 20 milliards. Parce que les projets qui n'ont pas été complètement évalués, qui sont seulement à l'étape de faire les plans ou de faire certains scénarios, bien, ces projets-là vont représenter un plus gros montant dans le PQI. Donc, Monsieur le Président, il y aura au moins 13,3 milliards qui sera réalisé. C'est un record. C'est un record et je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui va investir plus que jamais dans le transport en commun.
Madame la chef du deuxième groupe d'opposition pour votre première complémentaire. Voyons donc, Monsieur le Président, le premier ministre est vraiment en train d'essayer de nous mêler, de mêler tout le monde. En fait, il fait un show de bout de canne comptable parce qu'il sait très bien que c'est 9 milliards le chiffre qui est dans son PQI, pas une scène de plus, c'est la même chose que les libéraux avaient mis. Est-ce que le premier ministre est prêt à faire une autre vidéo Facebook pour dire à la population qu'il n'a pas mis une scène de plus que les libéraux dans son PQI? S'il vous plaît. Monsieur le premier ministre, vous êtes le seul à avoir la parole. Nous sommes attentifs. Monsieur le Président, je vais essayer de donner des exemples à la chef du deuxième groupe d'opposition. On s'est engagé, durant la campagne électorale, à construire un tramway entre l'est de Montréal et Montréal. On s'est engagé aussi à construire un tramway sur le boulevard Tachereau à Longueuil. Le coût de ces deux projets ne sont pas complètement dans le montant total du transport en commun. On pourrait en ajouter, Monsieur le Président, on veut prolonger le REM, entre autres, tout le long de la 440 à Laval. C'est pas dans les projets de transport en commun, donc on va en faire encore plus que 13 milliards. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, le premier ministre parle de projets. Des projets, ça n'a jamais transporté personne. Ça ne fait pas diminuer non plus les GES. Les 4 milliards qu'il rajoute, c'est de la poudre aux yeux. Le président du Conseil du Trésor s'est moqué notamment de mon collègue des Îles et d'autres en disant qu'on ne comprend pas le PQI. Est-ce que le président du Conseil du Trésor, qui veut plus de transparence, est à l'aise avec ce genre d'enflure comptable qui mêle tout le monde? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Ça va me faire plaisir de répondre au député de Rosemont. C'est exactement la même réponse que j'ai donnée à son collègue la semaine dernière, mais ça me fait plaisir de la répéter encore une fois. Le 4,3 milliards dont on parle, c'est des projets qui sont ce qu'on appelle dans l'enveloppe centrale. Et dans cette enveloppe-là, ce sont des projets qui ne sont pas encore assez avancés pour être approuvés par le Conseil des ministres, mais qui ont été réservés et qui font partie du montant. Les deux meilleurs exemples, Monsieur le Président, la ligne bleue puis le tramway de Québec. Alors, je pense qu'il ne peut pas avoir plus de transport en collectif que ça. Merci beaucoup. Question principale, Monsieur le député de Rimouski. Monsieur le Président, on l'a vu dans les derniers mois, le nombre de résidences privées pour aînés qui ferment leurs portes ne cesse d'augmenter. Les exploitants décident souvent de fermer sans préavis. Ce faisant, leurs résidents se retrouvent littéralement à la rue. Et là, on parle d'aînés de 80, 85 ans. Cette façon de faire est illégale. La loi exige un préavis de 6 mois. Quand j'ai dénoncé ces fermetures sauvages, comme à l'habitude, la ministre a fait preuve de compassion, mais elle a insisté sur les amendes prévues dans la loi. Le Parti québécois a fait une demande d'accès à l'information. Savez-vous combien a été récolté en amende? 0 $. On a beau doubler les amendes, 2 fois 0, ça reste 0. Est-ce que la ministre va renforcer la loi afin de protéger les aînés et rendre réellement responsables les propriétaires qui ferment sauvagement une résidence pour aînés? Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, mon collègue fait certainement appel au royaume des aînés quand, à un moment donné, j'ai pris la parole parce que le propriétaire a décidé de fermer ses portes abruptement et que les personnes aînées se sont retrouvées dans la rue, des personnes vulnérables. Or, j'ai annoncé qu'il y aurait une amende. Pour la première fois, c'est prévu dans la loi qu'il y aurait une amende. Or, cette amende, le propriétaire l'a reçue récemment et cette amende est de 2 400 $ plus les montants juridiques, soit 3 600 $. Et si jamais une personne récidivait, ce serait le double. Alors, il faut retenir que oui, dorénavant, il y aura des amendes. On vient d'apprendre, par ailleurs, qu'en Mauricie, une résidence va fermer ses portes, mais elle donne 6 mois de préavis, donc elle respecte la loi. Mais pour tous les propriétaires qui ne respecteraient pas la loi, nous allons être fermes et nous allons imposer ces amendes. Première complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. Franchement, un seul dossier de fermeture sans préavis a été transmis au ministère de la Justice. Il y en a 86 qui ont été fermés la dernière année. C'est une augmentation de résidences qui ferment. C'est un manquement grave de l'État envers les aînés.
Des situations comme celle de Vallée-Jonction en Beauce, en mai dernier, où une quarantaine d'aînés âgés de 87 et 98 ans ont été expulsés de leur résidence à seulement 48 heures d'avis, ça ne peut plus se reproduire. Moi, je veux juste aider. Est-ce que la ministre s'engage à revoir la loi pour être certain, pour mettre un terme de façon définitive à cette pratique, puis pas y aller au cas par cas, une fois à la fois? Madame la ministre On va protéger responsable des aînés. Monsieur le Président, j'aime beaucoup la question de mon collègue parce que ça me permet de dire que s'il n'y a pas eu d'amende, c'est parce que le précédent gouvernement n'a pas respecté la loi, c'est-à-dire n'a pas fait en sorte, lorsque les résidences fermaient leurs portes sans préavis, de mettre une amende en place. Je suis arrivée avec le gouvernement le 18 octobre. Cette histoire du Royaume des aînés est arrivée le 14 janvier 2019 et l'amende est déjà appliquée. Et, Monsieur le Président, nous avons un comité actuellement pour revoir l'ensemble de la certification et nous allons agir s'il y a lieu pour augmenter et resserrer au niveau de la certification. Et nous allons prochainement aussi faire une annonce Deuxième concernant... complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. Un comité qui va faire rapport puis on va prendre des mesures qui s'imposent au moment opportun. Mais le moment opportun, il est là. Il faut aider les aînés qui sont là, qui sont mis dehors dans des résidences. Puis là, on ne parle pas des aînés les plus aisés qui sont dans les résidences de luxe. On parle des aînés les plus pauvres, avec une capacité de payer presque nulle, qui vivent dans des résidences modestes. On parle des autres qui ont besoin de nous autres maintenant. Fait que, arrêtons de se garrocher la balle entre les partis. Travaillons ensemble pour protéger ces aînés-là. C'est important de le faire maintenant. Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, j'aime beaucoup mon collègue. Il a totalement raison. Il y a de petites résidences qui ferment leurs portes dans les villages. Il faut travailler à faire en sorte que ces petites résidences puissent rester ouvertes. C'est pas facile de délocaliser des personnes âgées, d'essayer de les replacer ailleurs. Parfois, il n'y a pas de résidence. On est obligé de quitter son village pour aller vivre dans une autre région, ce qui n'est pas une bonne idée. Alors oui, je suis prête à travailler avec mon collègue pour améliorer les conditions de vie de ces personnes aînées qui sont hébergées dans nos régions au Québec. Et c'est ce que nous faisons, mais je l'invite à venir me rencontrer n'importe quand. Nous allons travailler ensemble principale, sur le dossier. Madame la députée de Verdun. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on sait qu'il est important que les plateformes de diffusion en ligne, telles que Netflix, valorisent le contenu québécois, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Après Netflix, on apprenait la semaine dernière que c'est au tour d'Apple de lancer sa plateforme dès l'automne prochain. La loi sur la radiodiffusion et la loi sur les télécommunications sont en révision à Ottawa. Il était possible jusqu'au 11 janvier dernier de déposer un mémoire. C'était une parfaite occasion de faire valoir les intérêts du Québec en matière de culture afin de mieux encadrer les Netflix de ce monde. La ministre de la Culture nous a affirmé en cette Chambre qu'elle mettait de la pression sur son homologue fédéral dans le cadre de ces révisions. Est-ce que la ministre peut nous déposer mémoires, commentaires qu'elle ou encore son ministère ont fait auprès de son homologue fédéral ou du groupe d'experts en charge de l'examen de cette législation à Ottawa? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oh, Monsieur le Président, alors je remercie ma collègue pour sa question. Une excellente question et j'aurai d'excellentes réponses. Naturellement que je suis en lien avec mon homologue du gouvernement fédéral. Je vois quelqu'un faire des grimaces à l'arrière. Naturellement que je suis en lien avec mon homologue du gouvernement fédéral, M. Pablo Rodriguez, et nous discutons. Nous avons d'ailleurs des discussions. Je n'ai pas les transcripts des discussions, si c'est ça que vous voulez, oubliez ça. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer que nos plateformes à nous, les plateformes québécoises, nos propres entreprises québécoises qui ont ces plateformes numériques, puissent absolument tirer leur épingle du jeu, faire en sorte que nos producteurs, nos créateurs, ici même au Québec, soient diffusés, qu'ils puissent se battre également à armes égales. Et concrètement, des mesures très précises ont été prises. D'ailleurs, je ferai remarquer à la collègue que lors de la visite de notre premier ministre en France, il y a eu une entente avec le gouvernement français relativement à la découvrabilité de toutes les plateformes francophones. Et le Québec est là. Des gens du ministère de la Culture y travaillent pour s'assurer que nos plateformes puissent... Première complémentaire, mais je vous demandais d'être attentif, s'il vous plaît. J'entends un peu de bruit, un peu trop de bruit. Soyez attentifs tant aux questions qu'aux réponses. Je demande votre collaboration, Madame la députée de Verdun. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous dire pourquoi la ministre dépose ni correspondance auprès du ministre du Patrimoine canadien, ni de mémoire sur le sujet.
C'est parce qu'il n'y en a tout simplement pas. C'est ce que nous a appris une demande d'accès à l'information cette semaine et je vais la déposer. Absolument rien pour défendre les intérêts de nos créateurs québécois, rien pour faire valoir les préoccupations du Québec. Est-ce que c'est ça, le nationalisme caquiste? Je m'excuse, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt du document? Consentement? Consentement. Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, je comprends que ma collègue, la députée de Verdun, préfère le papier. Nous, ce qu'on préfère, c'est l'action et les paroles. Et ce que je préfère, c'est rencontrer mon homologue. Ce que je préfère, c'est rencontrer mon homologue et discuter avec lui des enjeux, des problématiques extrêmement réelles que vivent nos créateurs actuellement et cette inéquité dans la représentativité des contenus francophones. Et oui, des contenus francophones, on en veut. Et pour compléter ma réponse relativement à ce comité, à cette équipe qui a été mise sur place, mise sur pied tout récemment. Le ministère de la Culture y participe et on travaille actuellement avec la France parce que déjà en Europe, on s'est posé ces questions-là. On y travaille depuis des années, contrairement au gouvernement précédent qui n'y ont pas travaillé. Donc, on travaille avec ceux qui sont déjà sur place pour s'assurer Deuxième le découvrabilité. complémentaire. Encore une fois, votre silence, s'il vous plaît, pendant les réponses et les questions. Madame la députée de Verdun, la parole vous appartient. C'est un triste moment pour le Québec, une occasion ratée par la ministre de déposer un mémoire pour défendre la culture québécoise à Ottawa. La ministre doit saisir l'urgence d'agir et passer en mode solution. Vous en voulez une solution? Il faut créer un fonds dédié au financement de la production cinéma et télé pour soutenir nos créateurs québécois, un fonds provenant des sommes perçues par la TVQ auprès de Netflix depuis le 1er janvier dernier. Qu'attend la ministre pour agir? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui. Monsieur le Président, nous agissons depuis notre arrivée. D'ailleurs, elle me parle de fonds, elle me parle d'argent, de l'argent. Nous en avons ajouté dans ce magnifique budget qui a été présenté par mon collègue, le ministre des Finances, entre autres pour la protection et la valorisation de notre plateforme de diffusion. N'oubliez pas qu'il y a les nôtres, il y a aussi Télé-Québec et d'autres qui sont à nous. Nous avons ajouté pour nos créateurs, pour la découvrabilité, 25 millions de dollars de plus sur 5 ans, destinés justement à cette production sur les plateformes numériques qui sont les nôtres. Je vais valoriser les nôtres et continuer à parler avec nos homologues qui sont à Ottawa. Et nous sommes là. Vous pouvez compter sur moi pour défendre nos plateformes et nos créateurs, Madame la députée. Question principale, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. En campagne électorale, le premier ministre nous a promis des jobs payantes. Le 15 l'heure, les travailleurs du taxi, oubliez ça. À la CAQ, l'important, c'était les vraies bonnes jobs payantes. Or, les jobs payantes ne se sont toujours pas matérialisés, Monsieur le Président, et aujourd'hui, le premier ministre accuse les locataires d'ABI d'avoir des jobs trop payantes. Mais c'est drôle parce qu'on ne l'entend pas s'indigner du salaire du PDG d'Alcoa qui a fait 13 millions de dollars US cette année. Il a rencontré les deux partis hier et on s'imagine qu'il a demandé aux deux de faire des concessions. Mais la seule chose qui en est sortie, c'est la bonne vieille habitude de la CAQ, faire la leçon aux travailleurs. Je rappelle au chef de la CAQ qu'il n'est plus PDG d'Air Transat, ni chef de la deuxième opposition, il est premier ministre. Est-ce que le premier ministre peut réparer sa gaffe et nous dire quelles concessions il a demandé à ABI? Monsieur le ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, merci à mon collègue de s'intéresser à l'enquête qui a été déclarée le 11 janvier 2018. Évidemment, je ne pourrais pas entrer dans les discussions qui ont eu lieu hier en présence des représentants de la partie syndicale et de la partie patronale. C'est des pourparlers qui sont totalement confidentiels, qui se sont déroulés avec beaucoup d'écoute de la part du premier ministre et de ceux qui étaient dans les salles, autant avec le syndicat que l'employeur. Il y a eu beaucoup de recherches de solutions. On a eu des discussions extrêmement constructives avec les deux parties. Et mon collègue sait très bien que dans tout processus de négociation raisonnée, les deux parties concernées doivent faire des concessions et c'est ce que nous avons tenté de faire hier. Merci. Première complémentaire, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. J'ai posé une question très simple. Le premier ministre a fait la leçon aux travailleurs parce qu'il trouve qu'ils ont des trop bonnes jobs. Mais maintenant, il est premier ministre et son travail est de protéger les bons emplois et défendre nos régions. Après avoir fait publiquement la leçon aux travailleurs, le premier ministre peut-il nous dire quelle leçon il a donnée au grand boss de Pittsburgh quand il était assis devant lui? Monsieur le ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue me donne encore l'occasion de réitérer ce que je viens de dire.
Le premier ministre a toujours été préoccupé par ce dossier. En campagne électorale, il avait rencontré les partis. Il a toujours exprimé son intérêt pour les familles, les travailleurs affectés, les sous-traitants, les commerçants, l'impact sur le produit intérieur brut pour l'ensemble du Québec. Sachons que les activités de ABI pour l'ensemble du Québec, ça représente 500 millions de dollars. Maintenant, ce qui est dans la Convention collective de travail, c'est une situation qui a été négociée entre les partis et ça fait partie des faits. Deuxième complémentaire, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. L'éléphant dans la pièce, c'est que le lock-out est subventionné par Hydro, notre société d'État. Et pendant la campagne, le premier ministre s'était engagé à rouvrir ce contrat, mais sur cette question, nous avons tous pris acte de sa promesse brisée. Est-ce que le premier ministre, dans sa rencontre d'hier, a au moins confirmé à ABI que la clause de force majeure serait retirée de la prochaine négociation de l'entente? Et s'il ne l'a pas fait, en quoi est-il différent du stuff de junior des libéraux? Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, tout le monde dans cette salle convient que ce qui se négocie doit demeurer confidentiel. On peut porter des jugements sur des contrats déjà négociés. Nous avons hérité d'un cadre contractuel qui nous a été légué par le Parti libéral qui était au pouvoir. Ça a été négocié, renégocié, convenu entre les partis, et ça, on doit vivre avec cette circonstance-là. Maintenant, pour l'avenir, chaque dossier sera traité à son mérite, sera négocié avec les rapports de force respectifs des deux partis. Et le premier ministre a encore une fois exprimé sa préoccupation pour le règlement de ce lock-out. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. Vous allez reconnaître ces mots. Chaque semaine, Mme Manon Dano reçoit des traitements contre le cancer à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et doit payer jusqu'à 100 $ par semaine en stationnement. C'est pas normal qu'une personne atteinte de cancer soit stressée par des tarifs de stationnement à l'hôpital. Elle paye autant pour 1 heure de stationnement qu'elle gagne comme salaire en 1 heure. Mme France Duclos, de Saint-Tite-des-Caps, doit vivre éloignée de son conjoint parce qu'elle reçoit des traitements de chimiothérapie à Québec. Elle ne peut aller à l'hôpital en voiture parce que ça lui coûte trop cher en stationnement. Ces mots, ils sont les vôtres comme porte-parole de la santé de la CAQ. La CAQ avait promis de réduire les frais de stationnement. Ils ont les moyens de le faire, mais il n'y a rien eu dans la mise à jour économique, rien eu dans le budget. Je me permets donc de reprendre votre question. Qu'est-ce que la ministre de la Santé répond à toutes les Mme Dano et les Mme Duclos qui souffrent du cancer et qui doivent payer de 16 à 24 $ par jour pour se stationner à l'hôpital? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, notre gouvernement est très, très sensible aux situations invoquées par mon collègue du député de Pontiac. De plus, notre gouvernement s'est engagé à diminuer les frais de stationnement qui ont explosé pendant la durée où le gouvernement libéral était en place. Alors, nous, c'est sûr que c'est un engagement pour la population. Nous allons avoir, au niveau des stationnements, les 2 premières heures gratuites et pour l'ensemble des stationnements, les frais journaliers ne dépasseront pas de 7 à 10 $. Alors, nous allons travailler sur ce dossier cette année. Évidemment, on a mis des mesures importantes au budget 19-20, nécessaires pour la population du Québec. Nous avons augmenté le budget de la santé et des services sociaux de 5,4 % du jamais vu depuis plusieurs années, certainement dans la gouverne du précédent gouvernement. Alors, nous avons augmenté, et nous allons continuer de le faire, l'accès aux services. Et évidemment, la question des stationnements va revenir. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, dans les dernières années, la CAQ a émis des communiqués, a lancé et déposé des pétitions, a créé des sites Web, a posé 21 questions en Chambre. Les députés de la CAQ ont dit que les patients ne sont pas des guichets automatiques. C'était scandaleux, disait le ministre des Transports. Une taxe à la maladie, disait la ministre de la Culture. Injuste et abusif, disait le député de Lévis. Les citoyens sont lésés, les patients sont pris en otage, qu'il disait. Et à toutes les questions se terminaient par « À quand la réduction des tarifs? À quand la promesse tenue? » Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, encore une fois, très sensible à la situation. Et d'ailleurs, pour avoir travaillé dans le réseau très longtemps, la situation des personnes qui doivent aller fréquemment à l'hôpital pour des traitements
les établissements de santé, de services sociaux, les hôpitaux devraient prévoir, et le font en général, des mesures spécifiques pour ces personnes qui doivent aller fréquemment à l'hôpital. Alors, ces mesures sont connues, sont appliquées dans plusieurs hôpitaux du réseau et il serait important de vérifier qu'elles sont appliquées dans tous les hôpitaux du réseau, des mesures d'accessibilité. Deuxième complémentaire, je demanderai à ceux qui n'ont pas la parole de vouloir écouter se taire, s'il vous plaît. Député de Pontiac. Monsieur le Président, depuis hier, on ajoute vraiment l'insulte à l'injure parce que dans l'opposition, la CAQ avait même réussi à se plaindre quand les tarifs avaient diminué. Ils disaient que ça n'avait pas assez diminué. Mais depuis hier, tenez-vous bien, les tarifs à l'hôpital de Rimouski ont augmenté. Après toutes ces interventions, après toutes ces indignations, la CAQ a permis l'augmentation des tarifs à Rimouski. Combien d'augmentations va-t-elle tolérer avant d'agir? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je trouve que mon collègue de Pontiac a beaucoup d'audace de parler de ces tarifs de stationnement quand pendant 4 ans, et probablement beaucoup plus que 4 ans, le gouvernement libéral n'a jamais rien fait. Pendant la campagne électorale, c'est la CAQ qui a pris l'engagement. Et tout de suite, le gouvernement libéral s'est empressé. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'entendre, et on l'a dit à maintes reprises, la parole n'appartient qu'à la ministre qui répond en ce moment ou aux députés qui posent des questions. C'est une règle que l'on connaît bien. J'aimerais que l'on constate cette règle et qu'on maintienne le silence. Ils ne l'ont jamais fait, Monsieur le Président, pendant toutes ces années. Et nous, on a pris l'engagement et on va le faire à l'intérieur du mandat actuel. C'est un engagement ferme et c'est sûr que nous allons donner accès à ces stationnements pour la population. Et la population aura à moins à payer. En terminant, la question du député Néligan principal. Encore une fois, si vous n'êtes pas attentif, je me lèverai à nouveau. Vous connaissez les règles, hein? Je pense qu'on a tous un souci d'efficacité. Tout le monde. Oui, mais soyez attentifs. À vous la parole. Monsieur le Président, selon l'OC Transparence, la ministre du Développement économique régional a fait un voyage de la Gaspésie à la Abitibi. Malgré cela, et nonobstant la distance parcourue, n'a effectivement été à la rencontre que de 4 pôles régionaux d'innovation. En près de 5 mois, 4 pôles rencontrés, seulement 4 pôles d'innovation régionaux sur 18. Le pire dans tout ça, Monsieur le Président, c'est que lors de la tournée en Gaspésie, il n'a même pas rencontré le pôle d'innovation régionale. Idem lors de sa tournée en Mauricie, il n'a même pas rencontré le pôle d'innovation. C'est à croire que la tournée régionale de la ministre consistait en réalité à remonter l'autoroute 20 sans s'arrêter. Alors, qu'elle me rassure, Madame la ministre, peut-elle nous dire quels pôles d'innovation ont été rencontrés et quels sont ceux qui bénéficient à ce jour d'une convention signée avec le gouvernement? Madame la ministre déléguée au développement régional. Merci, chers collègues, pour cette question. En fait, j'ai visité plus de 9 pôles régionaux d'innovation à ce jour. Je ne sais pas où vous avez pris vos informations, mais on n'a pas la même horaire ou la même information. Je suis allée visiter déjà la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. J'ai visité aussi l'Abitibi-Témiscamingue, Mauricie, Outaouais, Lanaudière, Laurentides, Laval, et j'en passe. Tous les acteurs ont été rencontrés. L'objectif derrière cette démarche est de prendre un pas de recul. Prendre un pas de recul parce que dans les 15 dernières années, on a saccagé, on a abandonné les régions, puis il y a confusion au niveau des acteurs en région. Donc, c'est important de prendre un pas de recul pour mieux avancer dans chaque région, pour mieux accompagner les entrepreneurs, pour mieux accompagner aussi les acteurs du développement économique, et ce, en n'imposant pas des façons de faire, mais bien en accompagnant les initiatives locales et régionales qui se produisent actuellement dans chacune de nos régions. C'est important pour moi d'écouter ces acteurs, d'être avec eux, de savoir ce qu'ils ont besoin pour mieux répondre à ces besoins, parce qu'en ce moment, on s'aperçoit qu'il y a un peu trop de services. Première complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, je ne compte plus le nombre de fois que je pose la même question, mais rien, pas de réponse. Je ne cesse de demander à Madame la ministre combien de pôles régionaux ont reçu leur financement, mais rien. Monsieur le Président, j'ai fait une demande d'accès à l'information. Le résultat, c'est 5 sur 18, incluant un pôle dans sa région qui ont reçu le financement. Pourquoi ils refusent de donner le financement aux autres régions? Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a 2 classes de régions?
celles qui ont de la chance et celles qui ne l'ont pas. Madame la ministre au Développement régional. Ah, cette fois-ci, vous avez la bonne information. En effet, il y a 5 pôles de financés à ce jour. Les conventions ont été signées. Toutefois, j'ai demandé la collaboration de l'ensemble des régions pour qu'on puisse s'assurer de prendre un pas de recul pour mieux planifier l'action au niveau territorial. On a besoin dans nos régions, on s'est aperçu que les sommes des derniers gouvernements étaient allées particulièrement dans certains endroits au Québec, mais dans plusieurs régions, il n'y a rien eu. Donc, dans cette perspective-là, c'est important qu'il y ait une équité entre les régions qui s'effectue, puis c'est ce qu'on veut rétablir, Monsieur le Président. C'est important pour nous de rétablir cette équité entre les régions, puis que tout le monde puisse se développer de manière équitable et juste. C'est ce qu'on veut faire en ce moment, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Néligan. La ministre nous a dit que c'est un cadeau libéral pour les élections. Pourtant, c'est un concept suffisamment bon pour sa région. Ce qui est sûr, c'est que c'était au moins bon pour sa région, puisque le 29 novembre, la ministre a signé pour 280 000 pour sa région. Ce qui est bon pour sa région, l'est moins pour les autres. Pour quelle raison les autres régions ne reçoivent pas ce financement? Pourquoi a-t-elle décidé d'abandonner 13 régions du Québec qui attendent encore leur financement? La ministre au Développement régional. Monsieur le Président, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans ce contexte, c'est que les pôles ont été annoncés rapidement en février 2018 par le gouvernement précédent en mode campagne électorale. Ce qu'on s'est dit, puis on s'est aperçu, c'est que dans les régions, il n'y a rien d'ancré. Il n'y a aucune action d'ancré. Les gens ne savaient pas trop où aller. Les gens étaient contents qu'on prenne le temps de prendre ce pas de recul pour aller de l'avant plus concrètement, puis en fonction des réalités de chacune des régions, de chaque milieu. Donc, c'est ce qu'on s'est apprêté à faire, c'est ce qu'on fait, puis on considère que notre action est concrète, réelle et à l'écoute des besoins du milieu. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Pas d'applaudissements, s'il vous plaît.